Dans cette présentation, je vais parler de la migration de l'action communautaire à Montréal, plus particulièrement à Montréal-Nord, où j'ai réalisé mes recherches au cours des dernières années. En fait, Slim, qui est là, bon, il a participé à certaines recherches, puis je suis content de le voir ici. Je me présente très rapidement pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Et je suis professeur au département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Et je suis anthropologue de formation, en fait. Et j'ai toujours fait mes recherches par rapport à, bon, au cours des dernières années, par rapport à l'action communautaire. Et je m'intéresse surtout à l'action communautaire en ce qui concerne les jeunes en difficulté avec la loi. Et c'est dans le cadre de ces intérêts de recherche que j'ai fait mes derniers travaux dans le nord de la ville de Montréal. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, j'aimerais explorer l'expérience des gens qui font partie de la migration récente. On le dit souvent comme ça dans la littérature, dans la migration récente au Québec, et la participation de ces gens-là à l'action communautaire. Lorsqu'on parle de la migration récente, on parle souvent de cette migration qui est issue des pays du Sud, par exemple des Caraïbes, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Et je vais d'abord parler du rapport ou de la relation entre la population migrante et l'action communautaire. Et par la suite, je vais parler de mes résultats de recherche. Bon, c'est un travail qui est en train que je suis encore en train de faire. Mais je vais présenter quelques résultats des entretiens que j'ai faits avec des immigrés, des gens issus de l'immigration récente qui sont à la tête des différents organismes communautaires dans le nord de la ville de Montréal. Alors, peut-être qu'il faut commencer par définir l'action communautaire telle qu'on la comprend au Québec. En fait, ce concept évoque les pratiques des différents types d'acteurs, souvent locaux, qui essayent de résoudre des problèmes ou de répondre à certains besoins et en ce qui concerne le bien-être collectif et la justice sociale à Montréal. Ce sont des acteurs des communautés, des membres des communautés concernées qui se mobilisent avec le soutien des différentes institutions, souvent le soutien étatique, pour développer des projets d'intervention pour résoudre des problèmes qui peuvent concerner, par exemple, la petite enfance, les aînés, les jeunes en difficulté avec la loi, et les femmes monoparentales, etc. Alors, moi, dans mes recherches, je m'intéresse surtout aux organismes communautaires qui travaillent avec des jeunes, et avec des gens qui ont vécu des difficultés avec la loi. Mais dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui, j'aborde les pratiques des différents où j'ai rencontré les directeurs des différents types d'organismes communautaires. Ben, il faut dire, peut-être juste pour terminer cette définition de l'action communautaire, qu'elle s'inspire des valeurs de justice sociale et de solidarité. On s'intéresse à l'équité, à la démocratie, à l'égalité, etc. Alors, on peut définir de cette manière la justice sociale. Je vous présente cette définition pour vous donner une idée de quoi on parle. Et c'est important aussi de parler de l'immigration des pays du Sud. Et il faut dire que, bon, c'est bien connu que le Canada a historiquement accueilli une migration qui était issue des pays européens, et surtout des pays européens chrétiens, historiquement. Mais c'est à partir des années 70, à cause des différents changements, par exemple dans les politiques internationales, et aussi inspiré de certains vagues idéologiques par rapport aux droits de la personne, etc. Le Canada ouvre ses portes à des immigrés des pays du Sud. Ça, c'est un changement important. Et au Québec, cette immigration dans un premier moment, elle est représentée d'une manière très importante par des vagues d'immigrants qui viennent surtout d'Haïti pour s'installer au Québec, mais il y a aussi des vagues d'immigrés qui viennent, par exemple, du Chili ou de l'Argentine, des différents pays dans lesquels il y a des conflits politiques.
Alors, c'est souvent des exiliés qui quittent leur pays pour des raisons politiques pour s'installer au Canada. Alors, ça, c'est un changement très important. Et dans la ville de Montréal, et cette immigration a un impact important. Et surtout, l'immigration qui vient d'Haïti s'installe dans le nord de la ville, dans l'arrondissement de Saint-Michel et de Montréal-Nord. Alors, à l'heure actuelle, c'est pour cette raison que dans cette partie de la ville de Montréal, on trouve une importante population d'origine haïtienne, mais on trouve aussi dans d'autres parties de la ville des immigrés de différentes origines euh, qui sont précisément qui sont arrivés au Canada dans le contexte de ces changements dans la politique migratoire canadienne. Alors, si on essaye de mettre en rapport la population migrante et l'action communautaire, bon, on constate à partir de la littérature, de ce qui a été écrit sur le sujet, que s'il est vrai que d'un côté, les milieux communautaires étaient priorisés par le gouvernement québécois pour accueillir les immigrés, il est vrai aussi que les immigrés sont en quelque sorte sous-représentés dans l'espace public et dans l'action communautaire. En fait, des recherches qui ont été réalisées sur le sujet parlent d'une sorte de faible participation de la part des immigrés dans la vie publique et dans l'action communautaire, toujours comparativement au groupe majoritaire. On dit par exemple qu'en ce qui concerne l'économie sociale, on dit que les immigrés ont tendance à se concentrer dans ce que l'on appelle l'entrepreneuriat ethnique, c'est-à-dire des commerces qui s'adressent aux minorités d'appartenance de ces groupes. Et on insiste dans ce sens-là, dans une sorte de réplique culturelle de la part des immigrés qui ne sont pas très intéressés dans cette perspective à participer ou qui ne seraient pas très intéressés à participer à la vie publique. Or, malgré ce type de constat, il y a des recherches qui ont souligné ou qui ont montré le fait que les immigrés participent d'une manière active dans les milieux communautaires. Je pense ici à la recherche de Reina Victoria Vega qui a documenté la participation des immigrés dans l'action communautaire dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Elle a fait une recherche avec des immigrés haïtiens et elle a documenté leur participation dans différentes pratiques de l'action communautaire. Et moi-même, j'ai documenté aussi la participation des immigrés dans la radio communautaire, dans la radiodiffusion communautaire. J'ai fait une recherche sur une radio de la ville de Montréal qui s'appelle Radio Centre-Ville. C'est une radio qui s'appuie basiquement sur la participation des différents types de minorités culturelles à la ville de Montréal. C'est une radio multilingue. Alors, la population issue de la migration récente participe en effet à l'action communautaire. Mais malgré cela, je pense que l'image dominante, l'image généralisée par rapport aux immigrés, c'est qu'ils constituent ou ils représentent une sorte de clientèle passive de l'action communautaire et en général des services sociaux. Ici, je vous présente une image que j'ai utilisée dans un article que j'ai écrit sur l'action communautaire. C'était une image que j'ai des photos que j'ai prises dans le métro de la ville de Montréal, dans une période dans laquelle on pouvait voir ces affiches dans les stations de métro. Et d'un côté, c'était une campagne contre d'information par rapport au VIH. Et on présentait dans cette campagne la clientèle ciblée ou les individus ciblés, c'était ceux issus de l'immigration. On les présentait comme un peu méfiants, et on les encourageait à être responsables, fiers et à développer des pratiques importantes, nécessaires par rapport à la prévention de la diffusion du VIH. Et de l'autre côté, dans les mêmes stations, on trouvait une affiche des Oxfam dans laquelle on voyait une population blanche, fière d'aider dans les pays du Sud. Et ce contraste était quand même assez parlant, même si ces deux campagnes n'étaient pas reliées directement. Ça nous parlait un peu de l'image
qu'on a au Québec de la population immigrante et comme passive, comme méfiante, comme une population qui ne se mobilise pas et qui doit être en quelque sorte incitée à agir par rapport à différents problèmes sociaux. Mais comme je l'ai dit, à partir de mes recherches et d'autres recherches qui ont été réalisées dans la ville de Montréal, c'est relativement facile de prouver que la population immigrante se mobilise et s'engage et participe à l'action communautaire. Et c'est dans le cadre de ce type d'intérêt que je me suis intéressé aux immigrés qui se trouvent à la tête, qui dirigent des organismes ou des organisations communautaires dans la ville de Montréal. Et j'ai décidé de contacter des personnes qui étaient à la tête d'organismes communautaires dans le nord de la ville, et dans les arrondissements de Saint-Michel, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Alors, j'ai fait ces travaux dans le cadre d'une recherche majeure dans laquelle je m'intéresse à l'action communautaire qui s'intéresse aux gens en difficulté avec la loi. Dans le cadre de cette recherche, j'ai entré en contact avec les directeurs de ces organismes communautaires et pour réaliser quelques entretiens. Mais en même temps, j'ai fait aussi de la recherche documentaire et j'ai organisé un groupe de discussion avec des travailleurs de rue. J'ai rencontré les travailleurs de rue d'un organisme communautaire à Montréal-Nord, dont Slim est le coordonnateur. Puis j'ai aussi réalisé des entretiens avec les directeurs de 8 organismes communautaires dans le nord de la ville, parce que je voulais documenter l'expérience de ces personnes-là dans les milieux communautaires, dans le but de comprendre non seulement la participation de la population issue de la migration récente dans l'action communautaire, mais aussi pour essayer de comprendre cette image de passivité ou de manque de participation qui est souvent associée aux immigrés lorsqu'on parle de la vie publique, de l'action communautaire, etc. Alors, comme je vous ai mentionné, bon, j'ai réalisé 8 entretiens dans le cadre de cette recherche. J'ai rencontré 3 hommes et 5 femmes qui sont à la tête des différents organismes communautaires. Et ces organismes communautaires s'intéressent, par exemple, à la sécurité alimentaire, à l'animation culturelle, au soutien aux gens en difficulté avec la loi. Ils travaillent aussi avec de nouveaux arrivants, avec des femmes issues de la migration récente, etc. Et c'était 3 hommes et 5 femmes, dont 2, bon, les organismes auxquels ces personnes étaient rattachées, 2 se trouvaient à Saint-Michel, dans l'arrondissement de Saint-Michel, 2 dans l'arrondissement de Saint-Léonard et 4 à Montréal-Nord. Ce sont des personnes qui sont arrivées entre 1972 et 2008 à des âges très différents. Alors, c'est vraiment une population assez diverse. Et dans cet échantillon, bon, parmi les personnes que j'ai rencontrées, 4 ont quitté leur pays d'origine pour des raisons politiques. Ce n'étaient pas nécessairement des demandeurs d'asile, mais ils ont décidé de quitter leur pays à cause de problèmes politiques. Et nous avons, parmi les personnes que j'ai rencontrées, 6 étaient d'origine haïtienne, une personne venait du Maroc et une personne venait de l'Algérie. Alors, j'ai réalisé des entretiens avec ces personnes et peut-être pour mieux comprendre ces entretiens, les expériences de ces personnes, ça vaut la peine de regarder comment cette immigration, comment ce processus d'immigration s'est passé dans la ville de Montréal à partir des années 60. Comment c'est arrivé des personnes issues de l'immigration venues des pays du Sud. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est une immigration qui commence à arriver à partir des années 60 au Canada et au Québec. Et dans le cas de la ville de Montréal, du nord de la ville de Montréal, cette immigration provient majoritairement d'Haïti et du Maghreb, de l'Algérie et du Maroc. Dans le cas d'Haïti, on parle de plusieurs vagues migratoires. Ça a commencé avec des exilés politiques, mais plus tard, cette immigration est devenue une immigration économique. D'abord, des classes moyennes qui voulaient améliorer leurs conditions de vie, et après aussi des demandeurs d'asile ou des immigrés appauvris qui venaient au Canada pour améliorer leurs conditions de vie.
Mais dans quelles conditions ces populations-là sont arrivées à la ville de Montréal, et plus particulièrement dans la partie nord de la ville? En fait, il faut dire que, par exemple, dans le cas de Montréal-Nord, l'arrivée de cette population migrante a lieu de manière parallèle à une sorte de ralentissement économique. En fait, il y a un processus d'appauvrissement du nord de la ville, surtout de Montréal-Nord, qui commence dans les années 70. Et ça, ce processus est associé à la délocalisation industrielle. Et Montréal-Nord, qui avait connu une croissance économique assez importante à partir des années 50, commence à éprouver des problèmes économiques à partir des années 70. Il y a plusieurs entreprises qui quittent cette partie de la ville. Il y a aussi des emplois qui sont perdus, des emplois du gouvernement fédéral, et qui étaient associés souvent aux services de transport. Et plusieurs de ces emplois sont perdus aussi. Alors, ça fait en sorte que cette ville dans laquelle, à un moment donné, dans les journaux, on parlait d'une ville des propriétaires, d'une ville qui aspirait à rester comme une ville de classe moyenne, cette ville commence à éprouver des difficultés économiques grandissantes. Ici, comme on le voit dans l'extrait que j'ai mis de ce journal, et on peut voir comment Montréal-Nord s'est présenté comme une ville de propriétaires et comme une ville canadienne-française. Alors, dans cette ville, avec aussi le processus de néolibéralisation de l'espace urbain, on assiste à des changements assez importants. Cette néolibéralisation concerne une importance accrue de la spéculation, qu'on le voit dans la valeur foncière, une importance accrue des assurances et des changements par rapport aux impôts. Et en même temps, ce processus de néolibéralisation de la ville coïncide avec une activation de la vie politique. En fait, il faut dire qu'avant les années 70, dans les arrondissements de la ville de Montréal, bien sûr, c'est la même chose pour le nord de la ville, plus particulièrement, et les élus ou les autorités de l'arrondissement étaient élus uniquement par le vote des propriétaires. C'est à partir des années 70 que le droit de vote devient universel, et que même les locataires peuvent voter pour élire les autorités dans l'arrondissement. Alors, ça veut dire qu'il y a des changements politiques et économiques importants qui donnent lieu à une sorte de bouleversement dans le mode de vie du nord de la ville de Montréal. Et ce bouleversement, qui est associé à des difficultés économiques importantes, fait en sorte que certains discours de peur ou certains problèmes urbains commencent à être de plus en plus évidents dans le nord de la ville. Et il y a par exemple un discours sur la délinquance qui commence à être de plus en plus présent dans les journaux. Et il y a aussi des problèmes associés à des incendies qui semblent être reliés à des processus de spéculation urbaine. Par exemple, à Montréal-Nord, on arrête des propriétaires de restaurants qui payent quelqu'un pour que cette personne cause un incendie criminel dans leur propre propriété dans le but de plus tard reconstruire dans leur propre terrain, etc. Alors, ce type de situations sont accompagnées aussi par des tensions raciales avec l'arrivée grandissante de cette population immigrée qui arrive d'Haïti. Il y a des tensions dans les écoles et différents problèmes qui font en sorte que, par exemple, dans le cas de Montréal-Nord, dans les années 80, l'arrondissement organise un festival dans le but de créer un peu d'harmonie raciale entre la population. On parle souvent de certaines tensions entre la population haïtienne, la population italienne et la population québécoise blanche francophone. Ce que je veux souligner ici, c'est que ces différentes tensions sont associées à des changements importants dans le mode de vie
à Montréal-Nord. Alors, ces tensions ont été vécues par les gens que j'ai rencontrés et qui sont aujourd'hui à la tête des différents organismes communautaires. Et par exemple, il y a le directeur d'un organisme communautaire à Montréal-Nord qui nous dit, bon, il y avait deux grands types de Québécois. Il y avait un Québécois de classe moyenne qui était plutôt éduqué, qui était tolérant, qui s'intéressait aux Haïtiens, qui voulait les connaître. Et il y avait un Québécois de classe travailleuse qui était plutôt fermé à l'immigration, et qui était raciste, qui avait un discours discriminatoire à l'égard de cette population haïtienne. Alors, dans cette ambiance de tensions raciales et de difficultés économiques, ces immigrés commencent certains de ces immigrés commencent à connaître les milieux communautaires et à se rapprocher de lui. Alors, parmi les gens que j'ai rencontrés, le contact avec l'action communautaire s'est passé de différentes manières. Pour certains, par exemple, ils ont pris connaissance de milieux communautaires et ils sont entrés en contact avec des organismes communautaires grâce à l'école ou au service scolaire. Certains ont été mis en contact avec des organismes communautaires par des professeurs. Et d'autres ont été on fait partie de la clientèle de ces organismes communautaires. On a eu accès aux services des organismes communautaires lorsqu'ils sont arrivés, par exemple, et ils ont participé par la suite comme bénévoles dans ce type d'organisation. Et d'autres ont appris l'existence des organismes communautaires d'une manière plutôt spontanée ou par hasard dans différents espaces publics, par exemple dans les bibliothèques. Puis c'est à partir de ce type de circonstances qu'ils se sont rapprochés de l'action communautaire. Dans ces témoignages, par exemple, il y a une directrice d'un organisme communautaire à Saint-Michel qui nous raconte que, bon, dans son cas, lorsqu'elle a terminé ses études universitaires, on lui a parlé de la possibilité de travailler dans un organisme communautaire. Dans son cas, elle n'avait jamais entendu parler de l'action communautaire, alors elle s'est intéressée, puis elle a présenté sa candidature et elle a été retenue. Mais il y a donc différentes circonstances qui ont permis le rapprochement des immigrés vers l'action communautaire. Et voilà, par exemple, une autre personne nous raconte, j'étais bénéficiaire au centre X quand je suis arrivé ici et j'ai croisé quelqu'un et cette personne m'a dit, il y a un organisme communautaire qui est à Montréal-Nord et qui aide les gens qui viennent d'arriver. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au centre. Puis là, j'ai croisé le directeur, j'ai croisé toute l'équipe qui m'ont bien accueilli. Et quelques temps plus tard, j'ai utilisé leur service ici. Puis quelques temps plus tard, je voulais faire un retour aux études. Et c'est là qu'on m'a accompagné à l'école pour remplir mon dossier pour aller à l'UQAM. Puis cette personne plus tard, cette dame, plus tard, elle devient directrice de maison des jeunes à Montréal. Alors ces gens-là, ils ont été interpellés et dans la plupart des cas par les discours de justice sociale du milieu communautaire. Et certains disent, j'ai vu très clairement dans les milieux communautaires un milieu de défense des droits et des gens, de défense des droits des personnes marginalisées, des laissés pour compte. Un monsieur qui est à la tête d'un organisme communautaire à Saint-Léonard, il m'a dit, j'ai découvert quelque chose de très humain, j'ai découvert la solidarité organisée, et l'altruisme avait une place terrible dans l'action communautaire. Et alors, il y a en même temps une sorte un charme ou un intérêt vers la justice sociale qui a poussé ces gens à s'impliquer dans l'action communautaire. Alors, il y a bien sûr un intérêt ou envers les valeurs de l'action communautaire derrière l'implication de ces différentes personnes dans leurs organismes communautaires. En même temps, ils sont conscients du fait qu'ils sont sous-représentés dans l'action communautaire. Mais comment il explique cette sous-représentation des populations issues de la migration récente dans l'action communautaire? Ils disent, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour les immigrants. Et oui, il y a la place, mais leur place n'est pas aux manettes, c'est-à-dire n'est pas dans la direction. Leur place
Et là, pour qu'on dise après, oui, j'ai eu tant de migrants pour les statistiques et tout ça, et on t'offre les services. Ils voient dans ce type de... souvent, dans la participation ou dans l'intérêt de la part de certains organismes pour avoir des immigrés dans leurs organisations comme certains gages de financement. On va avoir du financement, alors on cherche les immigrés, mais on ne les intègre pas nécessairement dans la direction des organismes communautaires. On parle aussi d'un manque de sensibilité de la part de certains organismes communautaires. Ils disent que les gens seraient plus sensibilisés à certains problèmes qui sont particuliers à leur communauté, à la communauté noire, et si c'était une table où il y avait beaucoup plus de représentation des personnes de couleur. Par exemple, dans ces cas-ci, on parle d'une table de concertation, des espaces de concertation dans lesquels les organismes communautaires se rencontrent pour prendre des décisions. Et il y a aussi d'autres raisons qui sont évoquées par les personnes que j'ai rencontrées pour expliquer l'absence des gens issus de la migration récente dans les milieux communautaires. Par exemple, dans le cas d'un organisme communautaire qui s'intéresse aux femmes issues de la migration, et elle nous dit qu'il y a une certaine distance entre les discours du féminisme québécois, du féminisme qui est présent dans les milieux communautaires, et la situation concrète des femmes immigrées. Ils disent que c'est un discours qui ne parle pas aux femmes immigrées parce que ce qu'elles veulent, c'est des problèmes ou des actions ou des discours qui concernent leurs problèmes concrets, leurs problèmes économiques, leurs problèmes par rapport aux enfants, les problèmes par rapport à la vie domestique, et pas nécessairement un discours qu'elles trouvent comme intéressant, mais trop détaché ou trop éloigné de la réalité de la population migrante. Elle nous dit que c'est un discours blanc sur l'intersectionnalité, sur les genres, qui ne parle pas vraiment de manière claire aux femmes issues de la migration venues des pays du Sud. On parle aussi de certaines actions qui relèvent du non-verbal. Et ce type d'exclusion concerne souvent l'accès au financement. Et on associe la présence de ces problèmes à l'influence du racisme systémique qui est présent dans la société québécoise en général. Je vais parler du financement dans quelques instants. Alors, par exemple, il y a la directrice d'un organisme communautaire à Saint-Michel qui nous dit, bon, et je pense qu'il y a l'une des causes de cette absence des immigrés dans les milieux communautaires ou dans les postes de direction, c'est le caractère systémique du racisme qui fait en sorte que les gens de race blanche sont plus présents dans l'administration, dans la gestion des organismes. Et il y a aussi l'effet, elle dit, bon, un truc comme la Maison d'Haïti qui est née comme ça, tu sais, d'une volonté d'un groupe très précis. Il y a plein de groupes qui veulent mettre en place des organismes, mais les exigences et la façon de concevoir les organismes, c'est tellement un modèle pour les Blancs. Alors, on trouve dans ce type d'accueil, dans ce type d'obstacle, une conséquence de ce qui est perçu comme un racisme systémique dans le fonctionnement des institutions dans la société québécoise. Et ça concerne, comme je l'avais mentionné, d'une manière importante, la question du financement. En fait, on dit souvent que les organisations communautaires, les organismes communautaires dans lesquels il y a une présence importante par exemple, des populations noires ou des populations qui viennent du Maghreb, des Haïtiens, dans le cas de ces organismes communautaires, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès au financement. Et, par exemple, dans ce témoignage de la directrice d'un organisme communautaire de Saint-Michel, on nous dit les organismes, certaines organisations, bon, les organismes qui sont dirigés par des gens de la communauté ici à Montréal-Nord vivent de la discrimination. Il y a quand même un biais. Moi, je peux dire qu'il y a un biais systémique
par rapport à cet enjeu. Et ici, on parle de l'accès au financement. Une autre personne qui est directrice d'un réseau d'intervenants d'origine haïtienne nous dit on pourrait même regarder les rapports des activités de certains organismes juste pour comparer, pour essayer de voir, parce qu'il y a un traitement différencié par rapport au financement, on parle de financement. Puis on peut voir réellement que c'est souvent surtout des organismes qui sont dirigés par des Noirs qui n'ont pas accès au financement. Puis justement, la perception qui peut en découler par rapport à ça, bon, ça n'aide pas. On dit que le fait d'être souvent exclu du financement a tendance à décourager les gens qui, pour ce type de raisons, ne s'engagent pas dans l'action communautaire. Alors, les bailleurs de fonds dont on parle, qui financent ce type d'organisme, c'est souvent certains ministères, le ministère de Santé et des Services sociaux et les fondations privées. Mais on dirait qu'au niveau de l'arrondissement, c'est un peu plus compliqué. Et à ce niveau-là, on dirait que la politique locale a une influence beaucoup plus forte dans l'action financement. Et c'est la même chose par rapport aux espaces de concertation. En général, on les voit comme des espaces dans lesquels il y a une sorte d'esprit de corps qui s'impose. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui fonctionnent comme des espaces de régulation dans lesquels toute forme de dissensus est exclue. Alors, tout le monde doit embarquer dans les mêmes décisions. Par exemple, les directeurs d'un organisme communautaire à Saint-Léonard, et bien sûr, ces espaces de concertation se sont vus comme dominés par des Blancs francophones. Alors, on dit, et dans les espaces de concertation, vous ne pouvez pas vous inscrire en faux. Si, bon, dans une autre partie de ces témoignages, cette personne me dit, si vous faites des bagues, vous vous faites remarquer, puis après, on commence à vous exclure de plus en plus, par exemple. Une autre personne, malheureusement, j'ai oublié ici de mettre la source de la citation, nous dit on n'a pas ces sentiments-là au niveau de certaines concertations à Montréal-Nord parce que les gens ne veulent pas s'attirer des ennemis. C'est-à-dire que dans cette logique d'un esprit de corps, de ne pas vouloir comme être pointé du doigt comme quelqu'un qui comme un outsider, les organismes communautaires préfèrent de ne pas s'opposer dans les décisions qui sont prises dans les espaces de concertation. Alors, on les voit comme une sorte de mécanisme de régulation. Et par exemple, dans cet autre témoignage de la directrice d'un organisme communautaire à Saint-Michel, on nous dit en 2017, ce que la table m'avait dit, c'est qu'au niveau de la cote là, parce que pour financer le projet qu'ils avaient présenté, ils ne voyaient pas les projets comme une priorité. Donc, ce n'était pas une priorité du milieu. Elle avait présenté un projet pour soutenir les jeunes qui étaient en contact avec la DPJ. Donc, je parle d'une sous-représentation des enfants au milieu de protection, des enfants noirs au milieu de protection dans la DPJ, mais ce n'était pas une priorité pour la table de concertation. Quelques années plus tard, on a vu les difficultés qu'il y avait avec la DPJ au Québec, puis on a commencé à donner la raison à cette intervenante, mais elle dit quand je l'ai monté, quand j'ai parlé de ce type de difficultés, on ne me donnait pas la raison, on dirait que ce n'était pas une priorité, dans cette logique de régulation qui existe dans les espaces de concertation. Et comme je l'ai mentionné, dans ce type de dynamique, on dirait que la politique au niveau de l'arrondissement joue un rôle important. Alors, on pourrait dire que pour comprendre les formes de participation de la population immigrante qui fait partie, disons, des minorités visibles dans l'action communautaire, on dirait qu'il faut accorder une attention particulière aux dynamiques politiques à l'échelle de l'arrondissement. Par exemple, une intervenante, j'ai oublié aussi de mettre la référence ici, nous dit c'est très, très politique. C'est une directrice d'un organisme communautaire. La politique, des fois, les municipales se mêlent de tout. Et en temps normal, un organisme communautaire, c'est une organisation normalement autonome, OK, pour les citoyens et par les citoyens. Mais des fois, compte tenu que le municipal est quand même un bailleur de fonds,
un bailleur de fonds par rapport aux différents projets, ça arrive souvent que le municipal va au-delà au-delà de certaines limites. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire par rapport à la participation de la population migrante dans les milieux communautaires? À mon avis, ça veut dire que pour comprendre cette participation, il faut réintroduire la variable politique dans l'étude de l'action communautaire. En fait, souvent, il y a comme deux grands courants dans l'étude de l'action communautaire. Et ici, je parle surtout des études en ce qui concerne l'action communautaire au Québec. Il y a deux grands courants théoriques. Il y a un courant que j'appelle l'approche du secteur tierce. Dans cette perspective, c'est différentes théories, mais elles convergent dans cette perspective. On voit les milieux de l'action communautaire comme un secteur différent de l'État et du marché. On le voit comme un secteur qui a ses propres dynamiques. On met l'accent sur les dynamiques d'entraide, sur la réciprocité, et on voit tout rapport avec l'État ou avec les marchés comme un rapport externe, comme un rapport qui n'est pas vraiment important pour l'action communautaire. Il y a un autre discours qui partage cette idée de l'autonomie de l'action communautaire, mais qui est consciente du fait qu'il y a un échange constant ou un rapport persistant avec l'État et avec les marchés. Dans ce cas-ci, on parle de cooptation. On dit que l'État a une certaine tendance à coopter les milieux communautaires. Alors, dans ce cas-ci, le politique devient un peu plus visible. Moi, dans mes travaux, je préfère plutôt l'approche de l'État intégral. C'est une approche qui découle de la pensée d'Antonio Gramsci, un intellectuel italien qui s'intéressait à la société civile, au rapport entre la société civile et la société politique. Pour Gramsci, l'État est le résultat de l'action combinée de la société politique et de la société civile. Alors pour lui, l'État, on ne peut pas le voir comme une entité externe à la société civile. Or, dans la mesure où l'action communautaire fait partie de la société civile, on peut aussi l'approcher comme faisant partie de cet État intégral. Ça veut dire alors que cette influence, par exemple, qu'on voit de la politique municipale dans l'action communautaire et ses effets sur la participation des immigrés dans l'action communautaire, il ne faut pas la voir comme une anomalie, mais il faut plutôt la voir comme un indice qui nous montre la dimension politique de l'action communautaire, l'importance de la politique municipale dans l'évolution de l'action communautaire, et je termine dans quelques instants. Alors, à mon avis, dans les études sur l'action communautaire, on a eu tendance à exclure cette variable politique. Alors qu'à partir de l'étude, par exemple, comme dans ces cas-ci, des trajectoires et des expériences des gens qui se trouvent à la tête d'organismes communautaires, on constate rapidement que cette variable politique, elle est très importante. Et dans la plupart des études qui ont été faites pour expliquer la participation des organismes de la population immigrée dans l'action communautaire, dans la plupart des études, on fait fi de cette variable politique. On parle d'un certain repli ethnique, on parle aussi de certaines difficultés, par exemple en termes du capital culturel des immigrés. On dit, bon, ils n'ont pas l'éducation nécessaire, ils n'ont pas nécessairement les outils nécessaires à la participation à la vie publique, etc. Alors que bon, certains de ces aspects peuvent être en effet peuvent être des facteurs qui comptent ou importants, qui pourraient expliquer en partie la faible participation de la population migrante dans les milieux communautaires. À mon avis, dans ce type d'études, on a eu tendance à laisser de côté la variable la plus importante, à savoir celle qui relève des dynamiques politiques et qui nous permet de comprendre non seulement la faible participation des immigrés dans l'action communautaire, mais aussi les dynamiques de discrimination auxquelles ils sont exposés une fois qu'ils participent
dans les milieux communautaires. Par exemple, comme on l'a vu, par rapport au financement, par rapport à la prise de décision dans les espaces de concertation. Alors, c'est ça la présentation que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est encore une réflexion qui est en train d'évoluer. Je voulais vous présenter les éléments les plus importants. Merci.